Au sommaire de cette édition, nous allons aborder l'épineuse question du port du masque au Mali. Nous sommes allés à votre rencontre pour connaître votre opinion sur cette question de vie ou de mort. Oui, car porter le masque sauve des vies et l'État s'y emploie ardemment pour que chacun en fasse son cheval de bataille. Notre invité de ce 20h, le directeur général de l'ANASER, va nous expliquer plus en détail les politiques nationales en cours pour son application. Semaine diplomatique dédiée à l'environnement et au changement climatique. L'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, accompagné de jeunes élèves du fondamental, prennent part à des cours théoriques au centre de formation pratique forestier de Tabakourou. Le dossier de la rédaction de ce soir parle surtout des femmes et fera comprendre aux hommes l'utilité, sinon la nécessité pour la jeune féminine d'avoir cet accessoire à tout moment et partout. Il s'agit bien du sac à main. Mais prenez-vous, ce n'est pas seulement un accessoire de mode. Aliou Abdoulaye Touré s'est collé à la problématique et vous allez être surpris. Dimanche 20h, bonsoir à tous. Monsieur Ousmane Ba Maïga, bonsoir également à vous. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière et vous êtes notre invité de ce 20h. Avec vous, nous allons aborder l'épineuse question, comme je viens de le dire, du port du masque en République du Mali. Alors, monsieur Ba, dites-nous d'abord, est-ce qu'il y a eu des accidents aujourd'hui ? Nyanya Alou, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'ERTM qui sont au Mali et à l'extérieur du Mali. Dans notre pays, chaque jour, Nyanya Ali, il y a 40 accidents corporels qui se passent au Mali, sur le territoire national. Donc oui, il y a eu des accidents aujourd'hui. Des gens qui ne portaient pas le masque. Et de casques plutôt, des gens qui ne portaient pas de casque, effectivement. Masque, oui. Parmi ces accidents, les 30 accidents corporels impliquent directement les conducteurs et passagers des engins AD et 3 roues motorisés. Alors, est-ce que le port du casque est une obligation en République du Mali ? Le port du casque est une obligation en République du Mali en vertu de l'article 27 du décret qui fixe donc les conditions d'utilisation de la voie publique, donc une partie du code de la route, qui stipule clairement que le casque de protection est obligatoire aussi bien pour le conducteur que pour le passager des engins à 2 roues et 3 roues motorisés. Alors, mais pourquoi c'est maintenant qu'on va à l'application de la réglementation sur le port du casque de protection, M. Maïga ? Nyanya, depuis près de 2 décennies, on assiste donc à une prolifération des engins à 2 et 3 roues motorisés au Mali. Aujourd'hui, nous estimons à près de 4 millions d'unités le nombre de motos en circulation au Mali. Et dans toutes les villes, à Bamako, dans les capitales régionales et dans toutes les villes du Mali, près d'un déplacement sur 3 s'effectue donc avec les motos. Malheureusement, on assiste également à beaucoup d'accidents qui impliquent ces conducteurs et utilisateurs de ces engins AD et 3 roues motorisés, puisque leur proportion d'implication dans les accidents est passée de 39% en 2009 à plus de 70% en 2021. Autrement dit, aujourd'hui, si on a 10 accidents corporels au Mali, c'est que les 7 impliquent directement les conducteurs et passagers des engins à 2 et 3 roues motorisées. Voilà, justement, vous venez de le dire, voilà 2 décennies, il y a des campagnes qui sont organisées. Chaque année, on assiste à cela, on offre des casques. Alors, dites-nous, est-ce que ce n'est pas une sorte de désobéissance de la population à l'encontre de la mesure ? Est-ce que l'État ne doit pas changer de fusil d'épaule, sensibiliser autrement ? Nyanya, cette année, nous avons effectivement mené beaucoup de campagnes de sensibilisation. Nous avons d'abord mené des campagnes de sensibilisation médias, notamment à l'ERTM, et certaines chaînes de télévision de grande écoute, telles que Sirifila TV, Renouveau TV, et puis Alafia TV. Nous avons fait des campagnes au niveau de toutes les radios locales, avec l'appui, bien entendu, de la presse en ligne, de la presse écrite. Nous avons également fait des campagnes de proximité, c'est-à-dire nous sommes allés vers les étudiants, nous sommes allés là où il y a les regroupements massifs pour sensibiliser davantage les utilisateurs des engins à 2 et 3 roues motorisés. Nous ne sommes pas contentés de ça, nous avons encore poursuivi nos sensibilisations
pour faire de la sensibilisation digitale. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même à l'ère du numérique et on sait que les jeunes sont plus orientés vers les réseaux sociaux. Et donc, nous avons entamé une vaste campagne digitale qui a commencé en octobre et qui va se poursuivre jusqu'en décembre. Monsieur le directeur, je suis parfaitement d'accord. Cette sensibilisation existe depuis 2 décennies, mais les chiffres sont éloquents. Les accidents continuent de se faire. Est-ce qu'on ne doit pas aller à plutôt une obligation, que ce soit un impératif pour le citoyen lambda de le faire? Effectivement, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port de casque de protection à partir du 1er janvier. Le gouvernement a décidé que l'application doit être précédée par cette vaste campagne de sensibilisation que nous avons commencé depuis le mois de mars 2022 et qui va se poursuivre jusqu'en décembre. En décembre, qu'est-ce qu'on va faire, Nyanya? On va d'abord aller avec la police routière sur les différentes artères de Bamako et dans les grandes villes du Mali. Oui. Pour faire des contrôles de sensibilisation. Cette fois-ci, on va obliger ceux qui ne portent pas les casques à ne pas avoir accès, par exemple, à certaines infrastructures routières avant l'application proprement dite qui commencera donc le 1er janvier 2023. Donc, ils vont payer des amendes ou bien s'ils sont arrêtés, comment ça va se passer? Pour l'instant, on est dans la phase sensibilisation. La phase d'application donc, de la réglementation va commencer à partir de janvier 2023. Et les contrevenants, c'est-à-dire ceux qui ne porteraient pas des casques, les conducteurs et les passagers, se verront, bien entendu, ils paieront une amende de 3 000 francs. Il y aura une immobilisation de leur engin jusqu'à ce qu'ils se conforment donc, à la réglementation, c'est-à-dire qu'ils amènent un casque de protection. Et au-delà des 72 heures, s'ils n'arrivent pas à prouver qu'ils disposent d'un casque de protection, il y aura une mise en fourrière tout simplement du véhicule. En tout cas, c'est ce qui est prévu dans le code de la route qui date de 1999. Ok, nous sommes allés à la rencontre de Maliens, monsieur le directeur, pour connaître leur opinion sur cette question de vie ou de mort, parce que je le dis comme ça, porter le casque sauve des vies et l'État s'y emploie ardemment pour que chacun en fasse son cheval de bataille. On les écoute au micro de Saloum Kanouté et Saloum Konaté, Boubacar Kanouté. Je trouve que c'est une bonne chose si les gens parviennent vraiment à s'adapter avec la nouvelle système qui doit être appliqué en fait. Je trouve que c'est une bonne chose, mais dans les cas contraires, il va falloir vraiment sensibiliser les uns et les autres. Voilà, quels sont ses avantages, même les inconvénients aussi. Voilà, je trouvais ça c'est bien de porter la casque, c'est important, c'est très très important, surtout les gens qui circulent en moto. Vraiment, c'est une bonne initiative, j'avoue. Les gens qui ne portent pas de gaz, je leur conseille de porter la casque, c'est très important. Le port du casque est très important. Ça protège la tête. Moi-même, j'ai de la peine à le faire. Mais je compte bien changer de comportement et j'exhorte tout le monde à le faire. J'ai beaucoup aimé cette décision. Je demande aux autorités de revoir pour le cas de nos clients. Ça peut être une source de propagation de plusieurs maladies. On demande aux autorités de laisser pour nos clients. C'est bon de porter le casque. Je demande à tout le monde de porter le casque. C'est bon, ouais. C'est bon pour nous-mêmes, quoi. C'est extrêmement important de porter le casque. J'avais de la peine à porter le casque. Le port du casque, c'est la protection totale. On porte le casque pour notre propre sécurité. Le casque a une grande importance. Ça nous met à l'abri des éventuels chocs. Ça protège la tête. C'est bon pour le conducteur ainsi que son client. Là, M. Maïga, vous venez de les entendre, nos compatriotes. Que pensez-vous de ce qu'ils viennent de dire? Je me réjouis déjà que les usagers de la route aient pris conscience que le port des casques permet de protéger en cas d'accident de la circulation routière. Cela prouve que les campagnes de sensibilisation jusque-là menées par l'ANASER et ses partenaires portent fruit. Il reste bien entendu qu'aujourd'hui, on a plusieurs types de casques sur le marché. Je voulais juste rassurer les uns et les autres que tous les casques qui sont au marché sont des casques qui peuvent protéger contre les traumatismes crâniens.
En ce sens que, bon, j'ai vu dans certains cas, les gens qui estiment que les casques ne sont pas de bonne qualité. Oui. Tous les casques qui sont sur le marché ont subi d'abord des tests crash avant d'être là. Et en général, vous trouverez à l'intérieur de ces casques des étiquettes qui montrent un peu le lieu de fabrication, la firme qui a fabriqué le casque, et donc les références même du casque. Ce sont des casques qui sont abordables pour le citoyen lambda et en quantité suffisante pour nous? Nous avons fait, il y a 2 semaines, donc le 15 octobre, nous avons fait un sondage à Bamako, à Kaï, Sikasso, Kouliko, Ségou, Mopti, pour d'abord voir si le marché est suffisamment approvisionné en casques. Nous nous sommes entretenus avec 57 vendeurs de casques. Et nous avons estimé un peu le nombre de casques dans ces points de vente là à plus de 120 000. Vous me direz que ce n'est pas suffisant, vu qu'il y a plus de 3 millions de motos. Ce que je voulais signaler, c'est qu'en général, les motos qui arrivent au Mali viennent dans des caisses contenant au moins un casque de protection. Déjà, oui. Souvent déjà 2 casques de protection. Donc il appartient à l'acheteur, quand il va acheter sa nouvelle moto, de demander également le casque de protection qui accompagne la moto. Tout à fait. Alors rappelez-nous rapidement, quelle est réellement l'importance du port du casque dans la circulation routière? Comme nous l'avons dit, le casque permet de protéger la tête contre les blessures en cas d'accident. Le casque de protection a 3 fonctions principales. La première fonction, c'est que le casque sert d'écran lorsque vous faites un accident, donc il sert d'écran entre la tête et l'objet heurté qui peut être la route ou les accessoires de la route tels que les poteaux et autres dispositifs qui entourent la route. Donc un écran pour éviter que la tête ne heurte donc l'obstacle. La deuxième fonction du casque, c'est que le casque est un amortisseur en réalité. Il amortit le choc. L'Organisation mondiale de la santé, qui est donc la structure mondiale qui est en charge de la sécurité routière, estime que le casque permet d'absorber jusqu'à 85% du choc. Le surplus qui passerait quand même, le surplus des chocs qui passerait est réparti donc sur les différentes zones de la tête, en évitant surtout les zones fragiles de la tête. Et la troisième fonction, qui est donc une fonction qui n'est pas la moindre, est que le casque permet à ce que le cerveau ne puisse pas heurter le crâne avec violence. Voilà les 3 fonctions principales donc, du casque de protection. Fonction essentielle. Donc, avez-vous un appel à lancer à la population? Nyanya, nous sommes tous des usagers de la route. Il est clair que dans chaque famille au Mali, on a au moins un membre qui a été victime des accidents de la circulation routière. Donc nous avons un seul mot d'appel. Nous invitons l'ensemble de la population, singulièrement les propriétaires de motos, à se familiariser avec le casque. Même les passagers, parce qu'aujourd'hui... Les conducteurs et les passagers à se familiariser donc au port du casque, car ça peut tout simplement sauver leur vie. Voilà. Faut sauver des vies. Donc, porter le casque et porter le masque. Voilà, c'était là notre invité de ce dimanche 20h, Monsieur Ousmane Ba Maïga, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière. Merci beaucoup, Monsieur Maïga. Merci beaucoup. Nous continuons ce journal. Feu le président Modibo Keïta, Premier ministre de la Fédération du Mali et Premier président de la République du Mali, et 16 autres anciens leaders africains, tous honorés en reconnaissance de leur engagement en faveur du panafricanisme et leur contribution à la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Le Premier ministre éthiopien a décerné le prix panafricain au père de l'indépendance. C'était au cours du premier sommet des jeunes futurs leaders africains tenu du 29 au 1er novembre 2022 à Addis Abeba sur initiative du docteur Abiy Ahmed, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, et le prix a été remis à sa fille en la personne de Fatoumata Keïta. Place de l'imagerie médicale et de la radiothérapie en oncologie, c'est le thème national retenu pour la célébration de la Journée internationale de la radiologie. Nouhoum Sissoko, reportage. La SOMIM, Société malienne d'imagerie médicale et Attire Mali, association des techniciens en imagerie médicale et radiothérapie, en tandem pour célébrer la Journée internationale de la radiologie. Cette journée est consacrée à la science et à la discipline de la radiologie, créée le 8 novembre 1895. Le thème retenu sur le plan international est « À la pointe de la sécurité des patients ». Au Mali, le thème est « Place de l'imagerie médicale et de la radiothérapie en oncologie ».
L'objectif de ce thème est d'améliorer les pratiques professionnelles des radiologues, des médecins nucléaires, des radiothérapeutes, des physiciens médicaux et des techniciens, à évaluer la qualité des soins prodigués ainsi qu'à garantir un cadre protectionniste de la pratique de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire et de la radiothérapie en oncologie. La journée est marquée par de nombreux échanges scientifiques entre les spécialistes en radiologie et en radiothérapie à travers des conférences et communications. Permettre aux oncologues, radiologues, médecins nucléaires, physiciens médicaux et aux radiothérapeutes, ainsi qu'aux autres spécialistes de la santé intervenant en oncologie, de partager leurs expériences, discuter des innovations, réviser les protocoles d'acquisition et harmoniser les études diagnostiques, comparatives, de suivi, et afin d'améliorer l'impact du diagnostic radiologique et du traitement par le rayonnement en oncologie. Les techniques d'imagerie médicale et de radiothérapie contribuent à la prévention, au diagnostic et au traitement du cancer. Elles aident aussi à étudier et à surveiller cette maladie sous toutes ses formes. Mobilisation de taille ce dimanche au CCRF de la commune 5, c'était au quartier Mali, pour assainir les locaux. L'association des techniciens de surface du Mali s'active toujours pour rendre propres nos structures de santé. Boubacar Kanouté était sur place. L'association des techniciens de surface du secteur de la santé à l'assaut des ordures qui envahissent les centres hospitaliers du Mali. Ces membres se sont retrouvés au centre de santé de référence de la commune 5 au quartier Mali pour le débarrasser de ces ordures. Ils ont été appuyés par le personnel du CCRF, le tout sous le regard admiratif du ministre de la Santé et sa collègue déléguée chargée des réformes politiques et institutionnelles, ainsi que la conseillère spéciale du président de la transition. Ce cadre renforce le combat que les autorités mènent pour assainir le cadre de vie des patients. J'apprécie beaucoup cette initiative qui est symbolique, en tout cas pour les membres du gouvernement, mais c'est un acte citoyen d'une très grande portée et aussi la traduction en acte de la conscience claire de la responsabilité collective pour tout ce qui concerne la salubrité, l'assainissement dans le milieu hospitalier généralement, mais aussi dans tous les secteurs de la santé. La reconnaissance des plus hautes autorités et certains particuliers qui, par leur présence, encouragent ces techniciens de surface qui se sont portés volontaires pour ce combat combien important. Notre objectif principal est de faire en sorte que les normes d'hygiène soient respectées dans toutes les structures de santé du Mali. Les techniciens de surface, par la voix de leur président Amadou Ballo, sollicitent un accompagnement plus conséquent des autorités du pays pour étendre cette activité à d'autres structures. Et ce qui nous amène à faire le point Covid de ce 6 novembre 2022. 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. 7 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Autre grand titre de ce journal, la cours théorique sur l'environnement et les changements climatiques. Ils se font en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, accompagné de jeunes élèves du fondamental. C'est au centre de formation pratique forestier de Tabakoro. Objectif, lier la théorie à la pratique et sensibiliser les apprenants sur le rôle et l'importance des forêts. La visite s'inscrit dans le cadre de la semaine diplomatique dédiée à l'environnement et au changement climatique. Jules Sambo-Sissoko, reportage. Le centre de formation pratique forestier de Tabakoro a ouvert ses portes aux élèves de l'école fondamentale de Nyomi 2 de Amdalaï et à l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, Bart Ouvry. La visite pédagogique a porté sur la forêt d'application de 55 hectares ou les poumons verts de Bamako. Elle a pour but de sensibiliser les jeunes apprenants sur l'importance de la forêt et les changements climatiques. Je suis en 8e année à l'école Nyomi. C'est une forêt. Oui, on doit protéger la forêt. Le CFPF de Tabakoro est un cadre approprié pour mieux comprendre l'environnement. En tout cas, moi, je remercie la délégation de l'Union européenne pour avoir initié cette semaine. C'est plus que pertinent dans la mesure où, vous savez, dans la chaîne même de la vie, quand tu as un enfant avec toi, tu es sûr d'avoir sa mère, tu es sûr d'avoir son père. Donc ça veut dire que quand tu as un enfant, tu as la famille, tu as le pays et tu as le monde entier.
L'activité entre dans le cadre de la semaine diplomatique dédiée à l'environnement et au changement climatique. Quand on veut le respect pour l'environnement, il faut plus. Il faut finalement que le citoyen, partout au monde, soit conscient de l'enjeu et que le respect pour l'environnement, protéger les ressources naturelles, protéger les arbres, que ce soit un réflexe de tous les Maliens. Sensibiliser les jeunes, c'est très important. La finalité de cette sortie est de contribuer à atténuer les effets néfastes des changements climatiques. Le parrain de la 4e semaine du mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion dans les locaux de l'ERTM ce dimanche. Malamine Koné, le PDG de la marque Ernest, n'est pas venu les mains vides. Il a remis des équipements de production à l'office pour renforcer ses capacités. À la suite de cette visite, il a animé un point de presse où il était essentiellement question du trophée des initiatives. On fait le point avec Bemba Sibi. Malamine Koné en visite à l'Office de radio-télévision du Mali pour s'imprégner des conditions de travail des agents de l'organe public de l'audiovisuel, organe qui permet à eux, Maliens de la diaspora, de rester informés des réalités du Mali. La visite entre dans le cadre du mois de la solidarité dont il est le parrain de la 4e semaine. L'ORTM fait très bien son boulot. Moi je suis installé en France et effectivement quand on veut prendre des nouvelles du pays, on est tout le temps branché sur l'ORTM. Lors de ma visite, j'ai amené quelques équipements pour venir en appui aux efforts déjà faits. Vous savez, partout où il y a l'envie de progresser, l'envie de faire avancer les choses, partout où il y a de l'énergie, il faut encourager. Et moi, je sens ici cette énergie aussi à l'ORTM, l'envie de faire évoluer les choses, de faire évoluer le métier. Parce que vous savez, les journalistes, pour qu'ils fassent bien leur boulot, il faut qu'ils aient les matériels dernier cri. Des équipements composés de caméras et bancs de montage avec leurs accessoires. Ces moyens de production vont renforcer les capacités de l'ORTM, a laissé entendre le premier responsable de l'office. De voir aujourd'hui, vraiment dans le cadre du mois de la solidarité, venir ici revisiter les mêmes locaux qu'il a connus et faire un geste, vraiment en tant que DG de l'ORTM, ça m'a fortement réjoui. Et c'est la raison pour laquelle, au nom de l'ensemble des travailleurs de l'ORTM, au nom du département de la communication, je voulais vraiment le remercier, de saluer pour ce geste. De l'ORTM, l'entrepreneur philanthrope s'est rendu dans un hôtel de la place où il a animé une conférence de presse. Il a porté essentiellement sur le trophée des initiatives, une soirée initiée par Malamine Koné pour reconnaître le mérite et l'engagement de certains acteurs de l'humanitaire du Mali. Oui, justement, Malamine Koné lance demain le trophée des initiatives. Nous l'avons interrogé sur les motivations de cette initiative. Un entretien réalisé quelques instants avant ce journal. Suivons ensemble. L'objectif de trophée des initiatives, c'est non seulement de valoriser ces personnes-là qui travaillent dans l'ombre, en fait, qui font énormément de choses, mais qu'on ignore. L'objectif de trophée des initiatives, c'est de le mettre en lumière, qui passent de l'ombre à la lumière et en même temps les encourager, leur dire que dans cette période qui est difficile pour tout le monde, il ne faut pas qu'ils relâchent parce que ces personnes-là, ces bénévoles, ces hommes et ces femmes donnent de l'amour à ceux qui n'en ont pas ou à ceux qui n'en ont pas eu et donnent de l'espoir à une jeunesse dont on a besoin qu'elle soit forte pour aider le Mali à atteindre ses objectifs. Le mettre en avant, c'est permettre au pays, à chaque Malien, chaque Malienne de prendre conscience qu'il se passe des choses positives chez nous et qu'il y a des gens qui n'ont jamais baissé les bras et que nous, on ne doit jamais baisser le bras et qu'on a tous besoin les uns des autres pour avancer. La reconstruction du nouveau Mali se fera avec tout le monde sans exception. C'est pour ça que je veux aussi valoriser, mettre en avant les personnes dont on ignore souvent l'existence, mais qui font des choses formidables. Moi, je veux présenter le visage de ce Mali formidable. Ce Mali formidable avec des gens qui vivent dans la difficulté, mais qui ont le sourire. Hier, j'ai fait une visite qui m'a marqué à l'orphelinat Niambert. La directrice m'a raconté l'histoire d'une petite fille qu'elle avait recueillie, qui devait rester 1 mois, mais finalement qui est restée 12 ans. J'ai ressenti une telle émotion, et je dis, mais tout ça, ça existe au Mali.
Tout ça, ça existe au Mali. Des gens qui sont là. Comment on peut recueillir 205 enfants et donner autant d'amour à tous ces enfants de la même manière? Et ce sont ces enfants justement qu'on va arracher de la rue. Ce sont ces enfants qu'on va arracher à l'ignorance. Ce sont ces enfants qu'on va arracher à la maladie, qu'on va protéger de la maladie. Ce sont ces enfants qu'on va arracher au désespoir. C'est important. Je leur dis, Madame la directrice, chez vous, à l'orphelinat Niambert, il y a le verbe aimer, ensuite il y a le verbe aider. Quelqu'un disait que le plus beau verbe, c'est le verbe aimer, et après, celui qui vient après, c'est le verbe aider. Et moi, ça, je le ressens à l'orphelinat Niambert. Mais je vous parle de l'orphelinat Niambert, mais il y en a beaucoup d'autres au Mali. Donc, quand on parle du Mali à l'extérieur, on doit parler de toutes ces personnes qui sont formidables, qui sont dans la difficulté, qui ne baissent pas le bras, qui se battent. Et moi, comme je dis, partout où il y a de la volonté, partout où il y a de l'énergie, je suis prêt à apporter mon soutien, mon aide. Appuyer ça parce qu'on ne doit à aucun moment se décourager. On doit aller de l'avant parce que c'est possible. La solution, c'est eux. Ce sont ces acteurs que je vais récompenser. Et voilà, et nous avons aimé votre aide ici à l'ERTM, Monsieur Koné. Merci, tout simplement. Les départements de la défense, de l'entrepreneuriat national, de la direction du service social des armées et le centre agroalimentaire de Sibi forment les veuves de militaires sur les notions de culture, du manioc et sur la transformation du tubercule en gari, atiké et amidon. Elles ont reçu leur attestation et des kits d'installation. Salimata Dao, Karunga Kounate sont nos envoyés spéciaux. 25 veuves de militaires reçoivent leurs attestations de fin de formation. Elles représentent la première vague des 100 femmes qui vont être outillées sur les techniques de transformation agroalimentaire. 4 jours durant, elles ont bénéficié de cours techniques et pratiques au centre agroalimentaire à Sibi. Elles sont désormais prêtes à lancer leurs activités et générer des revenus pour leur famille. Elles ont appris comment produire le manioc et comment transformer le manioc en ces 3 produits dérivés, à savoir l'attiké, les garis et l'amidon. Nous sommes très contentes. La transformation de nos produits agroalimentaires nous donne des variétés de produits que nous pouvons consommer. Ça nous permet aussi de créer l'emploi. Quand nous quitterons ici, nous allons créer notre propre entreprise. Cette activité est initiée par la direction du service social des armées et soutenue par les départements de la défense et de l'entrepreneuriat national ainsi que le centre agroalimentaire de Sibi. Le ministre en charge de la formation professionnelle se dit fier de cette synergie dont les résultats vont être bénéfiques pour ces mères et leurs enfants orphelins. Vous avez accumulé pendant les 3 jours, et votre témoignage le certifie, des connaissances théoriques et des connaissances pratiques. Nous osons espérer que ces connaissances et ces expériences vous serviront à créer vos propres entreprises, à animer vos groupes de femmes, à produire suffisamment pour créer des richesses. Outre le partage de connaissances avec ces femmes, les initiateurs de l'atelier mettent à la disposition des bénéficiaires des kits pour le démarrage de leur activité de transformation de manioc. Échanger sur le projet de nouvelle constitution du Mali afin d'identifier les insuffisances et proposer des amendements. Voilà l'objectif d'une journée d'échange à Bamako. Ba Traoré nous en parle. Il y a de cela quelques jours, la commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali a remis son document élaboré au président de la transition. Ce projet de nouvelle constitution du Mali est donc à sa dernière phase avant adoption. En attendant, l'association Mali Prospective 2050 anticipe en réunissant experts, hommes politiques, membres de la société civile pour une journée d'échange sur ce projet de nouvelle constitution du Mali. Une nouvelle constitution qui doit régir la vie de tous les citoyens. Il est important que tous les citoyens comprennent les enjeux, comprennent ce qui est proposé dans l'avant-projet et en connaissance de cause puissent orienter les décideurs dans le cadre de leurs réformes en faisant des propositions d'amélioration ou des suggestions alternatives si besoin y avait. L'association Mali Prospective 2050 note beaucoup d'avancées, mais émet certaines réserves quant au contenu du document. Dans le document, on vous dit que, d'après certains rédacteurs, on a un régime présidentialiste, mais en réalité, quand vous voyez le document, effectivement, tous les pouvoirs de l'exécutif sont concentrés entre les mains du président.
Mais de l'autre côté, vous avez un Parlement avec 2 chambres, l'Assemblée nationale et puis le Haut Conseil de la Nation, qui est en fait un peu comme le Sénat. Et les deux ne peuvent pas interagir avec le gouvernement. Le gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement ne peut pas dissoudre le gouvernement. Et par contre, le Parlement peut démettre le président de la République pour haute trahison. Il y a, à mon avis, une articulation nécessaire qu'il doit y avoir entre les différents pouvoirs. Et comme on le dit en démocratie, il faut que par la force et l'agencement des choses, le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. On ne retrouve pas nécessairement cela dans l'avant-projet. Tous ces points seront débattus au cours de la journée d'échange et des propositions seront formulées à l'intention des plus hautes autorités, éventuellement pour enrichissement, selon le président de l'association Mali Prospective 2050. Et toujours en parlant de l'avant-projet de constitution, le gouverneur de la région de Koutiala rencontre les forces vives de la ville pour la restitution. Brahima Kone. Sous l'égide du gouverneur de la région de Koutiala, les autorités administratives, politiques, les organisations de la société civile, les chefs de service, les leaders d'opinion assistent à des exposés sur l'avant-projet de constitution de la République du Mali. L'exercice s'appelle restitution par le chef de l'exécutif régional d'une réunion précédente tenue à Ségou sur les grandes innovations par rapport à l'ancienne constitution. Les grandes innovations qui sont là, la gouvernance, c'est pris en compte. Éviter les coups d'État, c'est pris en compte. Que l'égalité entre les Maliens soit assurée, que la protection de tous les Maliens soit assurée et que le régionalisme aussi soit banni. L'avant-projet de constitution de la République du Mali a été expliqué de long en large pour une meilleure compréhension. Toutefois, les participants devront aussi s'adonner de façon minutieuse à sa lecture pour exprimer des suggestions utiles avant le référendum. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à Koutiala, les gens se sont beaucoup intéressés à cet exercice de restitution de l'avant-projet de constitution de la République du Mali. La MINUSMA remet aux populations de la commune urbaine de Kidal un micro-barrage, un forage équipé en système solaire couplé d'une activité d'embouche ovine. Coût de l'opération, plus de 90 millions de francs CFA. Le reportage de Sidi El-Midi Ag Al-Baka à Tayoub Ag Mohamed. La mission onusienne au Mali vient de procéder à la remise de 3 importants projets dans la commune urbaine de Kidal, réalisés par le consortium d'ONG Kamer Gardel dans le cadre non seulement du renforcement de la résilience des communautés, mais aussi pour accompagner les processus DDR à travers l'amélioration de l'approvisionnement en eau et l'appui à l'élevage. Les résultats atteints donnent de l'espoir car les communautés ont pris conscience de l'importance de ces infrastructures réalisées grâce à la MINUSMA à travers sa section DDR. Au nom du chef de bureau, nous avons présenté aux bénéficiaires les messages du chef de bureau qui consistent à prendre des initiatives pour protéger les infrastructures déjà acquises, pour aussi baliser les terrains pour les processus DDR qui s'annoncent très bientôt. La réalisation de ces projets est perçue comme une lueur d'espoir par le bénéficiaire. Nous remercions les partenaires et les ONG qui ont réalisé ces travaux. Maintenant, beaucoup de choses vont changer ici pour les jeunes, les femmes et surtout la problématique du manque d'eau. La construction de ce forage équipé en système solaire, la distribution des ovins et la construction du micro-barrage vont sans aucun doute améliorer les conditions de plus de 15 780 personnes. Non, ce n'est pas encore le sport. On arrive plutôt au dossier de la rédaction. Ce soir, on parle surtout des femmes, mais l'objectif est de faire comprendre aux hommes l'utilité, sinon la nécessité pour la jeune féminine d'avoir cet accessoire à tout moment et partout. Il s'agit bien du sac à main. Mais plaignez-vous, ce n'est pas seulement un accessoire de mode. Fidèle compagnon de la femme, le sac à main sert à magnifier, harmoniser le look et le style vestimentaire de la femme. Le sac à main sert également à garder certains objets indispensables pour la femme. Mais ce n'est pas que ça. Aliou Abdoulaye Touré s'est collé à la problématique et vous allez être surpris car on décerne d'autres utilités
à nos sacs à main. Suivons ensemble. Si le style définit l'élégance, le sac à main exprime la personnalité de la femme. Dans la capitale des Trois Caïmans, il est difficile d'apercevoir une femme sans son sac autour du bras. Entre Aramatou Traoré et le sac à main, c'est une longue histoire. Moi, je peux dire que personnellement, depuis toute petite, j'ai toujours aimé prendre le sac à main de mes grandes sœurs. Et quand j'ai commencé à être une petite jeune fille, j'ai commencé à prendre mon sac à main à moi. Pour moi, c'est un accessoire qui nous sert à mettre tout ce dont on a besoin hors de la maison. On peut dire que dans le sac à main, on a nos téléphones, nos parfums, nos déodorants, nos lingettes. La femme a beau être à la plénitude de sa beauté, si elle ne porte pas ce trousseau de maquillage, le moral ne sera pas au top. Cet accessoire de beauté reste le fidèle compagnon d'Adam Sidibé. Le sac à main pour moi, c'est une parure de la femme. C'est comme un bijou et comme un foulard. Donc c'est quelque chose qui nous est vraiment utile. Kadiatou Traoré est cadre de banque. Elle ne se déplace jamais sans son sac à main. Le sac à main, c'est un accessoire très important pour la dame. Et le sac à main également contribue à exprimer la personnalité d'une femme. Et c'est également un objet sans lequel vraiment c'est difficile pour une femme de se déplacer. Au-delà de son apport à l'élégance de la femme, le sac à main est plus qu'un accessoire de beauté. Bon, déjà le sac à main, dans un premier temps, ça sert à transporter quand même les objets. Voilà, généralement, nous mettons nos objets importants dans le sac à main pour qu'en cas de besoin, qu'on ait tout de suite ce dont on a besoin. Donc c'est ça l'utilité du sac à main, dans un premier temps. À l'autre fonction, une femme sans sac à main, c'est comme si vous êtes incomplète. Et vous voyez, généralement, il y a des femmes qui vont acheter un sac à main très cher, alors que c'est la même utilité. Donc entre femmes, on sait qui est qui, en regardant tout simplement le sac à main de sa camarade. Et nous, on transporte trop de choses à la fois. Donc, on a tendance à oublier des choses si on ne les met pas, je ne sais pas, dans un sac. Et souvent, on peut s'arrêter quelque part au marché, par exemple. On dépose le téléphone et après, on oublie même qu'on l'avait dans la main. Et il est perdu comme ça. Mais quand on l'a dans le sac, ça sonne, tu réponds, après tu le remets dans ton sac, il est bien protégé. Ce n'est pas la seule explication. Si les poches sont nécessaires dans les habits des hommes, le sac à main est aussi essentiel pour la femme, afin de sécuriser certains objets précieux. Vous les hommes, vous avez des poches. Vous avez porté souvent des pantalons, vous avez des poches où vous pouvez mettre quand même les téléphones et tout ça. Mais la femme n'a pas généralement ces poches-là sur les habits que nous cousons. Donc déjà, c'est une utilité pour mettre nos objets. Bon, c'est également une mode parce que généralement dans certains pays, chaque saison a de nouveaux sacs à main. Donc ça peut être également la mode. Donc ça dépend des personnes qui suivent la mode ou pas. Loin d'être une arme de séduction, le port du sac à main symbolise pour la femme une confiance en soi. Il y a des femmes qui sont assez timides. Quand elles n'ont rien dans la main pour marcher, c'est difficile pour elles. Donc il y en a qui portent le sac rien que pour ça. Donc ça les accompagne, ça leur donne leur confiance en fait. Donc elles s'occupent du sac et puis elles oublient le reste du monde. Le sac à main est perçu comme un petit jardin privé de la femme, selon Sidi El Mokhtar Koné, auquel l'homme ne doit point s'intéresser. J'estime qu'il ne faut pas aller fouiller et trouver des choses que vous n'avez pas envie de découvrir. Comme on dit en Bambara, je pense qu'un homme correct, un homme courtois, bien élevé, n'a pas à fouiller dans le sac à main d'une femme. Nouhou Sissé, lui, va plus loin. Fouiller dans le sac à main d'une femme, dit-il, n'est pas sans conséquence. Une femme qui possède un sac à main comme ça, quand vous mettez la main là-dedans, c'est-à-dire tout ce qui concerne votre protection sur le plan protection, ça va disparaître. Le sac à main reste incontournable pour affirmer l'élégance de la femme. Impossible d'imaginer celle-ci vivre sans cet accessoire de beauté, car une femme sans sac à main est considérée comme un soldat désarmé. Merci beaucoup, Aliou Abdoulaye Touré, pour ces détails. Restons dans le domaine. Allons voir du côté de la cérémonie de clôture de la 3e édition de Mali Mode Show, l'un des plus grands rendez-vous de la mode en Afrique de l'Ouest. Un défilé de mode a mis fin aux activités, nous disent Ibrahim Kaou Konaté et Suleiman Diabaté. Le défilé de fin de cette 3e édition a vu la participation de plus d'une quinzaine de stylistes, créateurs et designers de l'Afrique de l'Ouest.
L'occasion était bonne pour ces jeunes créateurs de démontrer leur savoir-faire. Nous sommes très satisfaits parce que c'est une édition assez spéciale pour nous, dans la mesure où en fait, au-delà du traditionnel défilé final, nous avons rajouté du coup beaucoup d'activités qui se sont tenues durant toute une semaine. Ce rendez-vous du donner et de recevoir est un véritable tremplin pour ces jeunes professionnels du secteur de la mode venus de tous les horizons. Vraiment, c'est une très belle opportunité de participer à ce Mali Mode Show. Là, on présente une collection avec du coton, du lin, du super sang anglais, du super sang italien. Des tissus qui sont confortables au porter, qui sont aussi beaux à voir. Je pense que c'est très important. Moi, j'aime beaucoup cet aspect fonctionnel des tissus. Le type de vêtements qu'on porte dans tous les mariages au Mali ici, le bazin, m'a un peu décliné, façon modernisée avec des corsets, des lacets, des pierres. Donc, je me suis juste pas limitée au broderie seulement. Il y a un peu de broderie, mais un peu plus modernisé. Un événement entièrement dédié à la mode et l'esthétique. Le pays invité pour cette 3e édition est le Sénégal. Permettez-moi d'abord de remercier les promoteurs de cette belle initiative, M. Ibrahim Guindo de Hakim Soul, pour sa vision et son engagement pour la mode. En donnant un cachet intégratif à cet événement, il démontre quelque part que la mode, la culture de façon générale, est un vecteur de brassage, un vecteur de paix et donc un vecteur de stabilité pour nos pays et pour la sous-région. Depuis 2011, l'association Mali Mode poursuit son engagement en faveur de la mode et du design à travers des initiatives novatrices. Toujours dans l'ambiance, les Mianka du Mali étaient en fête au CICB hier samedi à la faveur du Forum national du Mamala. Les Mianka ont mis les petits plats dans les grands pour faire connaître en une nuit toute l'étendue culturelle de leur terroir. Alpha Maïga. Au Centre international de conférence de Bamako, une nuit au village dans la contrée Miankala. Et c'est bien dans toute la diversité du folklore du terroir qui s'invite ainsi sur les planchers. Pour la paix, la promotion et la valorisation du pluralisme culturel en vue d'un développement social durable. Plus des Mianka, il y a les bois, il y a les peuls, il y a les dogons, il y a aussi d'autres cultures pour voir comment est-ce que ces instruments-là, comment est-ce que ces acteurs musicaux, culturels puissent se retrouver dans une synergie pour jeter les jalons du développement d'un Mali durable à partir de la culture. Les airs traditionnels orchestrés véhiculent des messages, occasion de combiner des sons et des rythmes, des rivalités entre villages dans le but d'exprimer des singularités culturelles. Comme pour souligner, ensemble pour un Mali meilleur est possible. Je fabrique de ma chanson ce qui se passe dans la vie. Donc chaque jour je parle de ça, des chansons pour que les gens soient contents quoi. Des rythmes aussi de divertissement plus éphémères, ça et là. Quelle expression corporelle, quelle vivacité, d'où cette interrogation. Quelle viande ont-ils mangé ce soir? C'est tout simplement le Mali pluriel.
Nous avons cet avis de convocation. Le président du Haut Conseil des collectivités convie l'ensemble des conseillers nationaux à prendre part à la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 de l'institution qui se tiendra du 7 novembre au 6 décembre à son siège à Bamako. La cérémonie d'ouverture de cette session est prévue demain, lundi 7 novembre, à partir de 16h dans la grande salle des plénières de l'institution, mise en place terminée à 15h30. C'est ce qui nous amène au sport week-end. Nous n'avons pas de jingle ce soir, malheureusement. Siragatou, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Championnat national de Ligue 1, suite ce dimanche de la deuxième journée. Oui, les 11 créateurs de Ignarela se sont imposés 1-0 face à l'AS Black Star de Baralabougou. Le Stade Malien de Bamako a été battu 1-0 par l'ASCO. Les Blancs de Sotiba concèdent leur deuxième défaite de la saison. Hier, l'AS Bakardian de Barawili et Yele Olympique ont gagné 1-0 et 2-1 respectivement face à El Seba et Yele Olympique. Les rencontres à feu Yoliba AC et Union Sportive de Bougouni ASRL seront programmées ultérieurement par la Fédération malienne de football. Avec votre permission, Nyanya Lou Traoré, le séjour de Malamine Kone est aussi marqué par des activités sportives. Malgré son agenda chargé, il a présidé hier les finales de basket du tournoi féminin 3x3. Cet après-midi, c'est sur le terrain Chaba de Lafebourg que Malamine Kone, PDG d'Ernest, a assisté à la finale du tournoi foot entre la commune 4 et la commune 6. Nous allons y revenir de long en large demain lundi dans l'émission Score. Et qui a gagné? Le score Lenisha, demain. Demain. Tout à fait. Basketball, vous l'avez suivi hier, comme nous tous, sur nos antennes. Le Stade malien de Bamako s'est adjugé les trophées de la Coupe du Mali 2022. Oui, chez les dames, le Stade malien de Bamako a dû puiser dans ses ressources pour coiffer au poteau l'AS Police 84-80. Et chez les messieurs, le Stade malien de Bamako a dominé de la tête et des épaules l'AS Mandé 81-46. Le résumé de ces deux finales colorées avec Assa Soumaré et Salif Bedrago. Les finales de la Coupe du Mali édition 2022 opposent en messieurs le Stade malien et l'AS Mandé en blanc. En dames, le Stade malien en blanc et l'AS Police avec un soupçon de revanche en l'air et des duels très attendus. Après le coup d'envoi symbolique, d'abord chez les hommes, habillé en blanc, l'AS Mandé est en finale pour la deuxième année consécutive et veut brandir le trophée de la Coupe du Mali pour la première fois de son histoire. Les Blancs de Bamako confirment leur bonne santé en s'imposant de 35 points, 81-46. Le deuxième match, celui des dames, a été le match le plus plaisant. Un début très difficile pour les policières en bleu et les stadistes dans une plus grande disposition technique prennent le match à leur compte. Beaucoup de suspense dans ce match jusqu'à 19 secondes de la fin. Finalement, les dames du Stade malien s'emparent de la victoire de justesse 84-80. Ainsi donc, le Stade malien en hommes et dames s'adjuge les trophées Coupe du Mali, plus les médailles d'or et 2 millions de francs CFA. Tandis que l'AS Mandé hommes et l'AS Police dames se consolent avec des trophées, plus les médailles en argent et 1 million de francs CFA. Félicitations encore une fois aux stadistes. On va continuer, Siragatou. La JSM a organisé à Sikasso la nuit de l'association pour récompenser les confrères au titre de l'année. Oui, ils sont 4 à être primés dans 4 catégories: presse écrite, presse en ligne, radio et télévision. Ces 4 lauréats ont été récompensés sur la base de critères définis par la commission technique. La nuit AGSM, délocalisée à Sikasso au royaume du Kénédougou, avait pour but de se rapprocher des antennes locales. Le parrain de cette édition est Maître Jean-Claude Sidibé, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Et la JSM n'a pas donné de trophée à l'ERTM. Non. La Fédération malienne de volleyball a initié hier une journée dédiée aux enfants Siragatou.
Oui, l'objectif est de promouvoir le volleyball à la base. Durant une journée, les enfants venus du district de Bamako et de Kati ont appris le maniement du ballon et les techniques y afférentes. La finale des filles est remportée par le centre de formation de volleyball de Daoudabougou et celle des garçons par l'équipe des 1008 logements. La journée du volleyball est dotée des trophées Habib Sissoko, président du comité national olympique et sportif du Mali. C'est tout? C'est ce qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations. Nous sommes presque à la fin de ce journal. Demain, 8h, dans Aoubedi, Lala Touré reçoit Ousmane Diarra, écrivain, pour parler de l'importance de la lecture dans le cadre de la journée internationale de l'écrivain africain. À 20h, vous serez avec Stalimata Dao pour la grande édition. Mais avant tout cela, je vous retrouve aux environs de 21h30 pour la deuxième partie du magazine Au cœur de l'économie. L'accès au financement au Mali, parcours du combattant. Sidiki Dambélé et ses débatteurs vont nous édifier là-dessus. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Sur ce prend fin donc ce journal. Merci à tous pour votre fidélité à l'ERTM. Bonsoir à tous.